Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette dernière journée de 2 jours pour demain, après une journée de jeudi passionnante avec 2 conférences sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et sur l'autoconsommation collective où à la fois le matin et l'après-midi, on a appris, découvert plein de choses passionnantes qui vont se mettre en place, j'imagine, pour l'autoconsommation collective dans ce département. Et ben, nous poursuivons donc cette opération journée porte ouverte du SDEC Énergie avec 2 conférences, une ce matin sur l'acceptabilité sociale des projets ENR et cet après-midi la mobilité bas carbone, une révolution en route. Et là, nous terminerons cet après-midi avec la signature d'une convention liée justement à la rénovation des bâtiments publics qui sera signée donc en fin d'après-midi avec différents partenaires engagés dans cette opération. Pour introduire cette journée, j'appelle la présidente Catherine Gournay-Lecomte pour ouvrir nos débats. Bonjour à toutes et tous. Merci, monsieur, pour vos propos introductifs. C'est avec plaisir donc, que je vous retrouve en ce début de matinée pour notre deuxième journée de nos portes ouvertes consacrée à un sujet, je vais dire, un sujet crucial pour l'ensemble des élus que nous sommes, compte tenu, je dirais, de la prégnance sur les territoires et compte tenu de l'implication de nos concitoyens sur le sujet. On voit bien que ici et là, ce sont des sujets qui font débat. Alors pour faire débat, il faut aussi avoir des arguments pour pouvoir y répondre. Et c'est tout l'enjeu en fait de la table ronde de ce matin, que l'on puisse non seulement échanger ensemble, mais avoir des clés parce que on doit s'inscrire et on a la volonté collectivement de s'inscrire dans cette transition énergétique. De là, des projets nouveaux en découlent sur les territoires. Et pour qu'il y ait une vraie plus-value sur les territoires, il faut que tous les acteurs se retrouvent autour de la table. C'est en ce sens que parfois, il n'y a pas forcément cette belle osmose sur tous les territoires. Et ainsi, on peut rencontrer des difficultés pour que des projets puissent émerger. Donc ce matin, je pense qu'on attend tous, de par nos expériences, les témoignages, quelques clés de réponse pour pouvoir mener à bien ces projets. Le SDEC Énergie est particulièrement investi sur ces thématiques. Je pense notamment en tant que partenaire du plan Normandie Méta, pour lequel donc, nous impliquons là aussi pour aider nos collectivités adhérentes pour aller plus loin. C'est également notre engagement à travers les plans climat territoriaux et énergie, les PCAET. On voit bien que dans leur déclinaison localement, de nombreux projets émergent, là aussi, sous quelle forme, portés par qui, comment, etc. Également, nous sommes acteurs, et nous y reviendrons tout à l'heure en fin de matinée, donc d'un travail d'échange à la maille la plus fine avec GRDF pour élaborer des plans de zonage. Bref, vous voyez que les champs sont larges, mais la définition sur les territoires est parfois un peu plus compliquée. Mais ça répond véritablement aux besoins et aux attentes de nos concitoyens. Maintenant, charge à nous de faire qu'ils puissent être acceptés sur les territoires. C'est tout l'enjeu. C'est l'enjeu également de notre projet stratégique, puisque ce développement des énergies renouvelables fait pleinement partie de notre volonté, et je regarde les collègues du bureau qui sont ici présents, dans cette nouvelle mandature, d'aller plus loin, d'aller plus vite. Des moyens y sont consacrés, notamment budgétairement. Donc je dirais que toutes les cases sont remplies pour aller de l'avant. Encore faut-il que l'on souhaite y aller collectivement. Merci beaucoup pour cette introduction qui cadre bien les débats de ce matin. Donc, nous allons passer une partie de la matinée ensemble. 3 parties vont rythmer nos échanges. Une première partie sur le contexte, les éléments de cadrage avec Loïc Marie-Joseph, puis Étienne de Foresta qui dresseront tous les deux ces éléments. Une deuxième partie sur l'acceptabilité sociale comme critère de réussite d'un projet de méthanisation. Là, on sera dans un projet de méthanisation qui se développe à travers le département. Et puis nous finirons donc avec Vincent Cornillon et Mathieu Poirier, et nous finirons avec M. Leclerc,
que nous attendons, mais nous savons qu'il est là, parce qu'il vient de Loire-Atlantique, je crois, mais il est déjà arrivé. Donc il va nous rejoindre sur un projet citoyen éolien qu'il nous développera. Voilà, donc nous commençons avec vous, Loïc-Marie Joseph, chargé d'études référent acceptabilité territoriale à Biomasse Normandie, pour que vous nous définissiez un peu ce concept d'acceptabilité, que vous nous donniez quelques chiffres pour bien comprendre l'enjeu. C'est ça. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Donc pour donner quelques chiffres rapidement, donc, pour les énergies renouvelables en général, là pour l'éolien, donc 7 projets sur 10 selon le ministère de la Transition écologique rencontrent des oppositions, ont des recours. Pour la méthanisation, selon Biomasse Normandie, 2 projets identifiés sur 10 ont rencontré aussi des problèmes de contestation ou d'opposition. Il y avait 33 projets sur 177 identifiés. Et 89%, alors que pourtant on sait que 89% des Français soutiennent les énergies renouvelables, soutiennent au moins une énergie renouvelable. Alors on peut se poser la question, pourquoi il y a ce soutien à l'échelle nationale et ce blocage un peu au niveau local. Alors les arguments sont divers, sont nombreux. Il y a le manque d'information, le manque de concertation, l'impact que ça peut avoir sur le paysage, pour la méthanisation, l'impact qui peut, les odeurs, ce genre de choses. Et ce sont des symptômes des problèmes d'acceptabilité sociale, qui peuvent venir ralentir, voire stopper finalement les projets d'énergie renouvelable. D'autant plus que la dynamique des énergies renouvelables donc, est forte, il y a un véritable essor, et l'acceptabilité sociale devient donc un critère important de réussite ou non des projets. Donc comment se construit cette acceptabilité sociale, comment l'atteindre? Donc on peut dire qu'il y a plusieurs conditions. Il y a 2 conditions. La condition d'information, c'est effectivement, on se rend compte qu'il y a un besoin de sensibilisation des publics, il y a un besoin d'acculturation aux énergies renouvelables, ce que c'est dans ses principes, les externalités, les limites. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle qu'a l'information, mais l'information en tant que telle, c'est pas seulement une question de transmission de connaissances, c'est aussi garantir la transparence autour de projets. Donc l'information, c'est finalement quand il y a des projets d'énergie renouvelable sur un territoire, faire preuve de transparence sur le projet, donner des éléments aux parties prenantes, notamment les parties prenantes locales. Cette condition d'information s'accompagne d'une condition d'inclusion-concertation, on peut qualifier ça comme ça, qui rentre dans une logique de bonification des projets, donc c'est-à-dire qu'on va concerter les parties prenantes, donc notamment locales, pour venir enrichir les projets, aller comprendre les contraintes locales, les souhaits au niveau local, et peut-être aussi l'historique qu'il y a d'acceptabilité. S'il y a eu des problèmes, des antécédents sur les territoires, c'est bon d'aller concerter les parties prenantes locales pour s'en rendre compte. Donc cette condition, c'est une condition qui passe par le dialogue avec les parties prenantes. C'est une prise en compte, prendre en compte les territoires et les populations. C'est vraiment cette idée de monter un projet d'énergie renouvelable. Quand on monte un projet d'énergie renouvelable, il est important de ne pas oublier des parties prenantes, qu'aucune partie prenante ne se sente oubliée dans le processus, auquel cas elle serait peut-être plus enclin à se montrer contre un projet. Et donc, pour continuer un peu, les 2 conditions sont complémentaires dans le sens où, quand on prend la condition d'information toute seule, on rentre dans un paradigme qui est celui-ci, du décider, défendre, convaincre, c'est-à-dire une stratégie descendante où on va effectivement communiquer, sensibiliser les publics, mais pour autant sans les associer directement au projet. Donc on va rentrer dans une logique qui est plus en fait de l'acceptation que de l'acceptabilité. Et donc ici ça va être une stratégie
des décideurs vers la population. Alors que quand on s'intéresse à la notion d'acceptabilité sociale en elle-même, on se rend bien compte que c'est une stratégie d'ordre plus bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il faut un véritable dialogue, un échange, pour qu'on soit dans une logique plus du deuxième paradigme, donc informer, consulter et concerter. C'est d'ailleurs ce que préconise l'ADEME dans son guide informer et dialoguer autour de son projet de méthanisation. Je prends l'exemple de la méthanisation parce que à Biomasse Normandie, c'est un sujet sur lequel j'ai eu le temps de plus travailler. Et donc, pour dire aussi un peu dans le cas du premier paradigme, on est plus dans une logique de vouloir être entendu en faisant l'économie de l'écoute. Et donc, voilà. Ensuite, comme complément de réflexion, il y a donc des facteurs d'influence, des sujets d'intérêt qu'on va pouvoir aborder dans l'information et dans la concertation. Pour les énergies renouvelables en général, il y a quand même 3 facteurs qui reviennent souvent. C'est le premier facteur, on peut appeler ça la justice distributive, mais c'est la balance avantage, la perception des avantages et des inconvénients autour d'un projet. Finalement, les parties prenantes, notamment locales, donc associations, riverains, vont faire ce calcul et il est important dans les conversations de mettre en avant les avantages que peut avoir un projet, mais aussi les inconvénients pour ne pas les masquer. Et peut-être même aller plus loin, si on va dans la concertation avec les parties prenantes, d'aller chercher des synergies peut-être locales, d'aller trouver d'autres solutions et donc de renforcer ce côté avantage. Ce qui va beaucoup compter aussi, donc, c'est la stratégie de dialogue, ce qu'on peut appeler la gouvernance territoriale, c'est-à-dire le degré avec lequel on va impliquer les acteurs, les parties prenantes locales. Et donc ça, c'est une perception... C'est quelque chose qui est sensible aux acteurs locaux. Ensuite, on a le choix de l'emplacement, comme on peut s'en douter donc, au niveau de l'éolien qui revient très souvent. Alors le choix de l'emplacement, c'est un peu particulier. C'est pas seulement un attachement finalement... c'est pas seulement une question d'attachement visuel, mais c'est aussi une question d'attachement émotionnel au lieu. Donc le choix d'emplacement compte. Et tout porteur de projet qui pourrait associer en fait les parties prenantes sur le choix de l'emplacement ou sur des discussions relatives au choix de l'emplacement a des chances de favoriser l'acceptabilité sociale. Ensuite, j'ai fait un petit zoom sur la méthanisation pour dire que donc, selon les énergies renouvelables, on a des sujets d'intérêt qui vont être plus ou moins propres donc, à cette énergie renouvelable. Donc pour la méthanisation, on a l'intégration paysagère qui compte beaucoup. On peut intégrer les parties prenantes, par exemple dans le choix de la couleur d'une unité, le positionnement d'une unité, la façon dont elle est recouverte par la verdure. Le transport engendré compte aussi, où un projet de méthanisation va engendrer un certain nombre de nouveaux trajets pour apporter les intrants directement dans l'unité et autres. Ce qui fait que peut-être si on associe à ce moment-là les parties prenantes, on peut trouver des solutions sur un territoire pour trouver des routes, des directions, finalement identifier les contraintes locales en associant donc les parties prenantes. La valeur immobilière, c'est aussi un sujet d'intérêt, un sujet de crainte qui revient souvent, qu'il faut pouvoir adresser, les odeurs, et évidemment le respect de la réglementation et la performance technique, ça c'est peut-être le socle, dire les critères minimaux de réussite qui permettent de favoriser l'acceptabilité sociale des projets. Et donc finalement, l'acceptabilité sociale, l'enjeu, c'est de le considérer comme les autres critères de réussite des projets, donc comme les critères techniques, réglementaires, environnementaux et économiques, parce que parfois la réussite des projets d'énergie renouvelable se base sur des critères technico-économiques et donc a tendance à occulter la place du facteur social, quand finalement on voit bien que ça peut ralentir, voire stopper les projets, et donc c'est un critère de réussite important. Et notamment si on a une stratégie d'acceptabilité sociale qui est menée, qui est bien menée,
on va pouvoir percevoir plusieurs bénéfices de cette stratégie, donc notamment la sensibilisation du public. Finalement, on aura associé le public et donc il y aura une meilleure sensibilisation, que ce soit au projet ou en fait à l'énergie renouvelable en elle-même, si c'est un projet éolien ou un projet de méthanisation. Je prends ces deux exemples, mais il y en a d'autres. On aura aussi du coup une amélioration de la qualité des décisions, avec des décisions qui seront plus ancrées au territoire, des décisions qui seront plus durables, plus réussies. Donc c'est dans la logique de bonification des projets que je mentionnais tout à l'heure. L'amélioration de la prise en compte des territoires et des populations. Donc là, ça rejoint un peu la condition de concertation et ce facteur de gouvernance territoriale qui fait que les acteurs vont se sentir inclus et donc vont être plus enclins à accepter un projet et en tout cas à participer au projet. L'amélioration de la qualité de l'information et puis l'appropriation locale des projets, voilà, tout simplement. Merci beaucoup Loïc Marie-Joseph. Merci. Restez là parce qu'on aura une session de questions-réponses ensuite. Étienne de Foresta, vous êtes chargé de projet énergie citoyenne aux 7 vents, dont vous allez nous parler pour nous les présenter, sur notamment une partie de l'investissement citoyen comme facilitateur. Je crois que c'est intéressant aussi de développer cette notion. Nous vous écoutons. Merci beaucoup de me donner la parole et de me permettre effectivement d'essayer de donner un éclairage à cette notion d'acceptabilité dans les projets d'énergie renouvelable. Alors, l'investissement citoyen dans les projets d'énergie renouvelable, ce n'est pas seulement l'investissement au sens financier du terme, c'est l'investissement global, c'est-à-dire voilà, en termes de participation au projet, au développement d'un projet d'énergie renouvelable. Et donc, je vais essayer de faire un peu de la lumière sur les projets qu'on appelle les projets participatifs et citoyens d'énergie renouvelable, qui essaient d'impliquer plus fortement les citoyens dans le développement du projet. Puisque l'investissement citoyen, c'est un facteur fort de l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable. Alors, très rapidement, d'où je parle je travaille donc aux 7 vents et depuis cette année 2021, nous portons la mission Éclore, qui est une mission donc d'animation régionale des projets participatifs et citoyens d'énergie renouvelable. Donc c'est une mission qui est financée par la région Normandie et l'Union européenne. Toutes les régions françaises étaient dotées d'un réseau de ce type depuis 5 ou 10 ans. La Normandie, Hauts-de-France, Corse ont rejoint cette aventure cette année. L'idée, c'est de coordonner un petit peu régionalement toutes les dynamiques qui vont aller dans le sens des énergies renouvelables participatives et citoyennes. C'est de sensibiliser, de faire de l'appui, du soutien et de l'accompagnement aux projets, aux porteurs de projets, aux collectivités, de la formation, de la mutualisation, et puis de promouvoir ce modèle, d'essayer aussi de présenter cette alternative. Donc ça, c'est une mission qui est récente pour les 7 vents, mais qui s'appuie aussi sur l'expérience de notre partenaire privilégié qui est Énergie Partagée, qui est une association tête de réseau nationale sur les énergies citoyennes. Donc c'est un mouvement de référence qui existe depuis les années 2000 avec beaucoup de retours d'expérience et qui est un interlocuteur au niveau national privilégié du ministère de la Transition énergétique. Et donc nous, on travaille au niveau régional, on travaille main dans la main avec donc l'animateur régional, avec l'animateur national d'énergie partagée, et puis avec les instructeurs EPI. Alors EPI, qu'est-ce que c'est ? C'est le pendant financier d'énergie partagée, qui est en fait un outil financier qui permet d'abonder financièrement les projets citoyens. Donc aujourd'hui, il y a 6500 actionnaires citoyens dans Énergie Partagée Investissement. 25 millions d'euros ont été collectés depuis 2008 et 97 projets d'énergie renouvelable aujourd'hui sont en partie financés par Énergie Partagée Investissement. Donc juste pour reprendre un petit peu globalement le schéma des différents types de projets d'énergie renouvelable, je vous ai fait un petit graphique où on voit un axe vertical où on se rend compte qu'il y a différentes manières en fait dans un projet d'énergie renouvelable
de chercher à maximiser les retombées économiques et sociales et différentes implications des acteurs territoriaux dans les prises de décision. Donc ces deux échelles, en fait, de là, on peut répartir les différents types de projets d'énergie renouvelable. Alors on a le projet industriel classique, où un développeur fait un projet d'énergie renouvelable, avec éventuellement quelques contreparties pour le territoire, qui vont surtout être au niveau de la fiscalité, des loyers, des choses comme ça, éventuellement quelques contreparties. Après, on va avoir les projets publics qui vont avoir une ambition beaucoup plus importante de maximiser les retombées économiques et sociales, et une implication des acteurs territoriaux pas forcément extrêmement importante, dans la mesure où c'est les représentants, les élus et les représentants de la société civile et citoyenne qui portent le projet, et généralement qui est géré en régie communale, par exemple. Et puis on a les projets participatifs et citoyens, voilà, qui m'intéresse un petit peu plus tout de suite. Et là, il y a une distinction à faire entre le projet participatif d'énergie renouvelable, où les acteurs territoriaux participent au financement, et puis les projets citoyens d'énergie renouvelable, qui impliquent là, des individus ou leurs groupements au financement et à la gouvernance. C'est-à-dire que le projet participatif, en fait, il s'agit de participer à la dette d'un projet. Donc, par exemple, il y a du crowdfunding. Et le projet citoyen, il s'agit de participer au capital. Donc cette participation au capital donne accès à la gouvernance du projet. Sachant que on parle de projet citoyen à partir du moment où cette participation au capital des citoyens et des collectivités dépasse 30%, qui correspond à une minorité de blocage dans les projets. Alors, c'est pas parce qu'on fait du citoyen que c'est accepté par le territoire. C'est pas parce qu'on est estampillé projet citoyen par énergie partagée, par exemple, que c'est accepté par le territoire. Il faut de la confiance, il faut effectivement, comme vous le disiez, il y a une notion de transparence qui est vraiment importante. Il ne s'agit pas juste d'investir, mais il s'agit d'un travail collectif, d'un travail commun sur le projet, et que les différentes parties du territoire se sentent impliquées et soient concrètement impliquées dans le projet. Et puis il y a aussi généralement une vision de long terme, et le respect d'une démarche de long terme de territoire qui est importante pour que ce projet soit mieux accepté, et que le territoire s'en empare aussi un petit peu. Alors là, on voit sur cette diapo là, la charte d'énergie partagée, donc, qui a été signée en 2010, qui repose sur quatre piliers, qui est l'ancrage local, la gouvernance ouverte, l'exigence écologique et la démarche non spéculative. Sachant que donc, les projets citoyens d'énergie renouvelable, donc, c'est un projet qui ouvre majoritairement son financement, aux acteurs territoriaux, et les instances de décision aux acteurs territoriaux, tout ça dans l'intérêt du territoire. Juste quelques chiffres sur les... je veux bien que tu restes un tout petit peu sur cette diapo. Quelques chiffres sur le mouvement de l'énergie citoyenne, d'énergie partagée. Aujourd'hui, il y a 256 projets qui sont labellisés par énergie partagée, un peu plus de 200 en photovoltaïque, une trentaine en éolien, 10 en bois énergie, il y en a 6 en méta et 5 en hydroélectricité. Donc ça représente 1050 gigawattheures par an en électricité et 77,5 gigawattheures en chaleur. Et sur ces 256 projets labellisés par énergie partagée, il y en a 139 en fonctionnement au niveau national. Et en Normandie, là on est vraiment à la traîne, nous, par rapport à ce type de projet. On a seulement 2 projets citoyens au sens strict du terme en exploitation, qui sont des projets PV photovoltaïques de petite taille. On est sur des 36 kg. Par contre, il y a plusieurs projets en développement, PV, éolien, hydroélectricité, avec là des volumes beaucoup plus importants. Et on se rend compte aussi que l'existence d'un réseau régional, ça aide à densifier aussi le territoire et à faciliter, à accompagner ces démarches-là, et au fait que ces démarches se structurent, et parce que voilà, c'est aussi très novateur, et ça demande de la précision en termes de méthode, en termes de montage partenarial, de montage juridique, et donc c'est important de pouvoir être accompagné par des structures tierces. Après, en termes d'atouts, en termes de qu'est-ce que le projet citoyen peut apporter plus concrètement en termes d'acceptabilité. Alors là, on a quelques petits éléments. Moi, je voudrais m'arrêter un peu plus sur les ressources économiques, puisqu'on a une étude d'énergie partagée et de l'ADEME qui a été faite en 2020, qui montre qu'un projet d'énergie renouvelable classique rapporte en moyenne 35% de son potentiel rémunérateur au territoire.
Ça veut dire, en fait, ça correspond principalement à la fiscalité locale et au loyer. Un projet d'énergie citoyenne, il va rapporter 34% supplémentaires du potentiel rémunérateur en emploi et prestations locales et 31% supplémentaires dans les revenus de l'investissement local. Donc, en termes de valorisation du tissu économique local, c'est vraiment intéressant et ça a un impact fort sur l'acceptabilité, évidemment, parce que ça permet de créer des emplois durables, ça permet de relocaliser le savoir-faire, ça permet de développer des circuits courts, notamment en termes d'épargne, d'épargne et de capitalisation dans le projet. Après, sur l'aspect éducation populaire, ça permet de réapproprier localement les enjeux énergétiques et puis surtout de mettre en place un dialogue entre les différentes parties prenantes locales. Ce qui, ça, vraiment, va permettre de faire un ciment et créer du lien localement. Et puis, en termes de démocratie locale, il y a un intérêt direct pour les collectivités locales qui est déjà l'atteinte des objectifs stratégiques fixés, qui va être une meilleure maîtrise des approvisionnements énergétiques, et puis qui va permettre aussi de valoriser le patrimoine foncier. Alors là, ça va être plus vrai sur le photovoltaïque en toiture, mais pas nécessairement. Voilà, et pour terminer, je voudrais revenir sur la méthanisation, puisque ça va occuper pas mal les débats ce matin, et donc faire un petit focus des projets de méthanisation dans le mouvement des énergies citoyennes. Alors c'est vrai que la méthanisation, c'est un petit peu particulier dans l'univers des énergies renouvelables parce que c'est aussi un outil agricole et agronomique, ça traite de flux de matière et donc ça nécessite une exploitation continue. Donc c'est évident qu'il y a une place centrale des agriculteurs et des exploitants dans ce type de projet, mais les collectivités peuvent avoir leur place à côté. C'est le cas de plusieurs projets qui ont été accompagnés et qui sont en exploitation aujourd'hui dans le mouvement Énergie Partagée. Alors il y en a 6, je crois, qui sont accompagnés par Énergie Partagée. 2 qui sont en exploitation, c'est Métamoli et Métalayou, qui sont plutôt, je crois que c'est Loire et pour Métamoli et Métalayou, je ne sais plus exactement, enfin bref. En gros, c'est 4-5 ans de développement pour ces projets. C'est des agriculteurs majoritaires dans le capital de la société de projet, mais avec un partage de la gouvernance. Et ce partage de la gouvernance, ce qu'on se rend compte là avec le recul, parce que c'est des projets qui sont en exploitation depuis plusieurs années, c'est que ça permet d'apporter un soutien politique au projet, ça permet d'apporter de l'ingénierie localement, d'apporter des compétences, et puis d'apporter de la sensibilisation, enfin de faciliter la sensibilisation des citoyens participants notamment, et qui vont vraiment aller en parler autour d'eux, et ça fait vraiment la différence. Après, pour tous les projets de méthanisation citoyens qui sont en développement aujourd'hui, ils se font systématiquement avec d'autres partenaires que les agriculteurs, donc systématiquement avec collectivités, développeurs et éventuellement SEM. Les projets sont accompagnés toujours en binôme avec un instructeur d'énergie partagée investissement et le réseau régional qui appuie les porteurs. Et après, il faut savoir qu'aujourd'hui, les acteurs de la société civile sont en mesure en fait, de discuter avec les porteurs de projets parce qu'il y a des outils, alors là je vais y venir plus précisément, mais il y a des outils qui sont éprouvés, qui sont constructifs, notamment la boussole et le label d'énergie partagée. Parce qu'effectivement, Énergie Partagée a créé une charte spécifique à la méthanisation. Alors, je vous ai laissé juste 2 exemplaires si vous voulez feuilleter pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Puisque la charte dont je vous parlais tout à l'heure, c'était une charte globale commune à toutes les énergies renouvelables. Cette charte-là est une charte spécifique à la méthanisation. Pourquoi elle a été créée? Parce que il y avait des attentes fortes de la part de souscripteurs d'Énergie Partagée Investissement, de la part de citoyens et de collectivités participant au mouvement, sur les enjeux environnementaux de ce type de projet, sur les modèles agricoles. Donc pour Énergie Partagée, c'était une manière d'assurer un soutien clair à la filière de méthanisation et tout en valorisant les projets qui créent le plus de bénéfices environnementaux. Cette charte, elle permet aussi de rassurer la société civile et de rendre concret ce qu'on regarde. C'est-à-dire que ça permet d'objectiver aussi un certain nombre de choses dans la méthode du développement du projet. Et notamment, pour discuter par exemple avec les mouvements écologistes, c'est quand même bien pratique d'avoir une méthodologie claire qui permet d'objectiver un certain nombre de critères et de pouvoir parler de manière transparente sur un certain nombre de choses dans la méthode.
Donc, après, les critères dans la charte d'énergie partagée Meta, ils sont pas du tout là pour être, ils sont pas là pour être examinés hors sol. Hein. L'idée, c'est pas de respecter tous les critères à 100%, etc. C'est vraiment discuter projet par projet. Ça peut être discuté point par point, et voilà, il y a vraiment une singularité du projet, hein, des contextes particuliers, et il y a une souplesse de ce point de vue-là, évidemment. Et l'enjeu, c'est plutôt d'avoir une discussion transparente, hein, d'avoir une discussion transparente, et donc de pousser vers cette acceptabilité aussi localement. Donc cette charte, elle est passée, en fait, concrètement, c'est la boussole, ce qu'on appelle la boussole, qui passe en fait un projet qui regarde en fait tous les éléments de cette charte, qui sont donc sur 5 critères, après développés en sous-critères: intérêt territorial, dynamique locale, écologie, finance éthique et citoyenne et gouvernance partagée. Et cette boussole, ensuite, permet d'obtenir un label. Un label qualité énergie partagée. Alors ce label, pour l'instant, il existe depuis quelques années, mais le lancement officiel va se faire là en début novembre aux Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes, qui est organisée par l'ADEME, qui aura lieu à Nantes le 8 novembre, me semble-t-il. Donc ce sera le lancement officiel de ce label. L'idée du label, c'est vraiment de valoriser les projets transparents et de bonifier les projets, mais ça ne veut pas dire que l'idée, c'est pas que d'être le meilleur partout, hein. C'est vraiment une grille d'analyse pour réfléchir le projet ensemble. Et après, pour les porteurs de projet, ça permet d'avoir une communication vertueuse sur le projet, et donc de valoriser le projet localement. Et puis, ça facilite la confiance du territoire, des citoyens envers le projet. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour ces explications, Étienne de Foresta. Y a-t-il des questions, des observations pour cette première partie? N'hésitez pas. Oui, alors un micro. Oui, bonjour. Une petite question concernant l'implication des citoyens dans la gouvernance. On pourrait aussi penser que le fait de démultiplier le nombre, on va dire, d'intervenants dans la gouvernance peut la complexifier. Est-ce que c'est le cas ou pas réellement ? Ça dépend du point de vue. Effectivement, oui, c'est à partir du moment où on augmente le nombre de participants à un projet, ça augmente un petit peu la complexité, mais de toute façon, si un projet, par exemple, est réalisé seulement par un développeur, il y aura une complexité, même si les parties prenantes territoriales potentielles ne sont pas intégrées dans la discussion. Ça rend le développement du projet complexe de par l'éventuelle opposition, etc. Donc le fait d'intégrer à la gouvernance permet d'assainir peut-être ces relations aussi et de travailler en commun. Mais effectivement, il y a une forme de complexité. Après, il y a la possibilité d'intermédier l'implication dans la gouvernance. Par exemple, l'énergie partagée investissement, c'est une intermédiation. Voilà, c'est un financement citoyen intermédié. C'est-à-dire que les citoyens vont investir via un outil financier et pas directement dans le capital. Donc ça peut éventuellement simplifier. Et voilà, après, il existe autant de montages juridiques et partenarial que de projets. Donc il y a vraiment une grande diversité des possibles. D'autres questions, remarques? Peut-être rajouter juste là-dessus. Oui. Pardon. Juste dire que peut-être effectivement ça peut complexifier en amont, mais simplifier en aval, dans le sens on va prévenir des oppositions et mieux prévenir que guérir. C'est un bon principe. Et c'est vrai que de parler, d'exposer les choses au lieu que le projet avance un peu caché, on voit souvent le résultat, quoi. Y a-t-il d'autres... Oui ? Attention. Ah, il n'a pas été nettoyé avant. Là, voilà. Un cluster. Un cluster favorisé par Alban Raffray du SDEC. Bravo, Alban Raffray. J'avais une petite question pour Loïc. Merci de vous présenter, pardon. Ce que n'a pas fait Alban Raffray. D'accord. C'est pour ça que je viens de vous dénoncer. Marvienne Denain, chargé de mission transition énergétique pour l'agglomération de Lisieux-Normandie. À l'agglomération, on a essayé d'adopter une stratégie bidirectionnelle en informant consultants et concertants, mais on s'est retrouvé très vite dans une stratégie descendante pour décider, défendre et convaincre.
Quand informer, consulter les citoyens? Quand? Oui, quand? Je sais que c'est la question est complexe et la temporalité sur quand. C'est une bonne question et ça rejoint aussi un peu la question d'avant. On dit toujours le plus en amont des projets possible, dans le sens où c'est pour prévenir des oppositions. Donc le plus tôt c'est fait, le mieux c'est. Après, ça va dépendre des paramètres des projets et puis du degré d'implication qu'on souhaite autour de son projet, de la stratégie qu'on a choisi d'appliquer. Et la concertation, c'est plusieurs échelles, c'est plusieurs méthodes, plusieurs procédés. Donc ça peut dépendre de plein d'éléments. Mais je dirais toujours le plus en amont possible des projets. D'accord, merci. Un complément peut-être? Non? Vous êtes sur la même longueur d'onde? Oui, je pense. D'autres questions? Qu'est-ce qui explique, même localement, parce qu'on est une région évidemment agricole, le faible nombre de projets de méthanisation ici, et quand vous donniez des chiffres nationaux, seulement 2 en exploitation. Alors ça, c'est avec énergie partagée. Oui, c'est le projet Mais, citoyen. oui. Mais qu'est-ce qui explique, notamment pour énergie partagée, ce faible nombre? Et cette prise en compte maintenant et le fait que ça soit plus poussé maintenant? Je pense, vraiment ce que je disais, c'est-à-dire que la méthanisation, moi je ne suis pas un spécialiste de la méthanisation, mais c'est un outil agricole avant tout, et donc voilà, c'est vraiment lié pas seulement à des problématiques énergétiques, mais à des problématiques agricoles. Donc ça complexifie d'autant plus le développement de ce genre de projet. Je pense que c'est le principal élément. Et puis après, sur le développement des énergies citoyennes, voilà, il y a besoin d'avoir un soutien politique local, des institutions, des outils de financement, enfin des soutiens, par exemple des appels à projets, des choses comme ça qui permettent de faciliter financièrement le montage de ces projets, l'animation régionale là, des projets, en général pour les énergies renouvelables citoyennes. Et généralement, une région qui se lance vers ce genre de développement de projet commence plutôt par des projets plus faciles, on va dire, donc le photovoltaïque, éventuellement l'éolien, et puis bon, après ça va aussi en monter. L'ensemble des parties prenantes régionales montent en compétences et aussi vont de plus en plus vers des projets éventuellement qui peuvent paraître plus complexes de prime abord. Et comment vous expliquez qu'Énergie Partagée s'en empare désormais de ces projets de méthanisation, puisque, encore une fois, c'est nouveau, vous le disiez? Ouais, je pense qu'ils s'en emparent. Ça fait longtemps qu'ils s'en emparent. Par contre, ça commence à avoir plus de place dans l'univers d'énergie partagée, parce qu'il y a des projets qui sont en exploitation aujourd'hui, et donc on se rend compte que ça fonctionne. Il y a des exemples concrets avec des retours d'expérience qui permettent aussi de nourrir les nouveaux projets. Voilà, ça fait aussi effet boule de neige, très, très probablement. Et puis ce que je disais aussi, c'est aussi une demande forte des souscripteurs, une demande forte des citoyens, des collectivités qui font partie du mouvement, qui sont adhérentes d'énergie partagée, pour que énergie partagée s'empare de cette question. Et donc voilà, le mouvement répond aussi aux demandes qui se font par les adhérents. Très bien, nous allons justement... Oui, allez-y monsieur. Non. Bonjour, Eric Jam, syndicat mixte Bessin Urbanisme. J'avais une question sur la dimension foncière des projets citoyens, là, sur les 256 projets. Est-ce qu'on a une idée de l'approche qui est menée sur cette question foncière? Est-ce qu'on est sur un foncier qui est souvent pré-identifié, ou au contraire, c'est déjà une question pour le groupe qui va se constituer autour de cette volonté de faire un projet citoyen? Vous parlez spécifiquement dans le cadre de la méthanisation? Pas forcément, méta, éolien, photovoltaïque, sur les retours d'expérience, voilà. Comment est traitée cette question? Est-ce qu'on apporte souvent le foncier en même temps que l'idée du projet, ou au contraire, on a déjà cette problématique du foncier quand on... Il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, c'est pas un cas type, c'est-à-dire que ça dépend. Il peut y avoir tout type de montage et donc d'anticipation du foncier à des moments différents du montage du projet. Ça dépend vraiment de qui impulse le projet, si c'est une collectivité, si c'est un collectif citoyen, si c'est un développeur, si c'est parfois il y a même des centrales en exploitation qui sont rachetées par des sociétés de projets citoyennes. Donc, et tout ça, du coup, ça crée vraiment une diversité dans la relation à la problématique du foncier. Et là-dessus, ouais, je botte en touche. Voilà, je vais pas...
Une dernière question pour Étienne. Vous avez parlé de soutien et d'accompagnement de projets portés par les collectivités. Qu'est-ce que vous entendez par ce soutien et cet accompagnement de projet ? Eh ben, la mission de Déclore, le réseau régional, le nouveau réseau régional normand des énergies citoyennes, est de sensibiliser, d'accompagner et d'apporter soutien aux porteurs de projets collectivités qui s'engagent dans un projet d'énergie renouvelable, participative et citoyenne. Donc ça veut dire concrètement un accompagnement en fonction des problématiques de plusieurs jours qui sont dans le cadre de la mission. Après, au-delà d'un certain nombre de jours, ça peut être sous forme de prestations. Mais voilà, déjà, on est missionné et subventionné pour passer un certain nombre de jours à accompagner les collectivités notamment et les porteurs de projets. Ça peut être des problématiques de mobilisation citoyenne, ça peut être des problématiques de montage partenarial, des problématiques juridiques, tout un tas de tout le spectre en fait des choses sur lesquelles peuvent se retrouver confrontées une collectivité qui se lance dans ce type de projet, une réponse de méthode, de la mise aussi en relation avec d'autres porteurs pour avoir des retours d'expérience et nourrir un petit peu la démarche. Voilà. Et il y a une plaquette au fond d'Éclore avec qui détaille un petit peu plus les missions. Ok, je reviendrai certainement vers vous du coup. J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Nous allons poursuivre en rentrant dans le vif du sujet peut-être avec vous, Vincent Cornillon et Mathieu Poirier. Mathieu Poirier, vous êtes conseiller énergie-bâtiment à la Chambre d'agriculture de Normandie. Et Vincent Cornillon, ingénieur d'affaires gaz vert chez GRDF. Donc peut-être une intervention à deux voix. Vous allez vous distribuer la parole. On va peut-être commencer avec vous, Mathieu Poirier, pour voir un peu ce qu'est la méthanisation, que vous nous donniez peut-être une définition. Oui, donc bonjour à tous. Donc la méthanisation, c'est un processus qui est très très simple. Si on veut le résumer, c'est la dégradation de la matière organique en absence d'oxygène pour produire un gaz qu'on va appeler biogaz, parce que gaz issu de la matière vivante, la matière organique, et ce biogaz qu'on va récupérer, capter, pour en faire quelque chose au niveau énergétique. Donc voilà, donc la méthanisation, si on veut simplifier vraiment à l'extrême, c'est l'inverse d'un compostage, un compostage qui a besoin de fonctionner avec de l'oxygène, de l'air. La méthanisation, surtout, c'est les bactéries pour lesquelles l'air est toxique. Donc il faut qu'on les chouchoute, ces bactéries. Donc on est en absence de conditions, on est en condition anaérobie. Voilà. Donc dans les matières organiques qu'on peut dégrader, théoriquement tout, sauf tout ce qui est inerte, donc les métaux, les sables, les pierres, voilà. Mais théoriquement, tout ce qui est organique est dégradable et peut produire du méthane. C'est juste une question on va dire de moyens, de temps, en tout cas de digestion. Donc ça, c'est la méthanisation. Après, par rapport au volet agricole, pourquoi les agriculteurs se sont pas mal penchés sur la méthanisation, c'est parce que le gisement de matière organique qui permet de produire du biogaz ou du méthane, c'est 90%, globalement, 90% d'origine agricole, à travers des effluents d'élevage, à travers des déchets de culture, interculture, compléments sous forme de culture dans ce qui est autorisé dans la réglementation. Donc voilà, pour le portrait de la méthanisation. Très bien. Et puisqu'on a une belle illustration, peut-être poursuivre sur le côté technique. Qu'est-ce que ce traitement devient ? Alors du coup, effectivement, ce visuel présente un peu le cycle vertueux de la méthanisation. Donc en fait, on a 4 étapes. Donc la première étape, c'est la collecte des intrants, donc généralement des déchets. Donc on a comme type d'intrants possible dans la méthanisation tout ce qui est résidus agricoles et effluents d'élevage. À l'échelle de la Normandie, ça représente 90% des projets. On peut également avoir des déchets d'origine agroalimentaire et également des bouts de stations d'épuration qui peuvent être méthanisables et du coup produire du biogaz. Ensuite, il y a tout un système que Mathieu vient de présenter, donc qui est la deuxième étape, donc l'étape méthanisation proprement parlée. La méthanisation peut être valorisée de 2 manières différentes, soit en cogénération, donc elle va être brûlée dans un moteur et produire en même temps de la chaleur et de l'électricité, ou elle peut être injectée, donc forcément nous GRDF c'est sur cette partie-là qu'on concentre notre activité, c'est logique.
Auquel cas, il y a une étape en plus qui est une épuration, puisque ce qui sort du méthaniseur, c'est un biogaz, hein, donc c'est du méthane, mais aussi du CO2 et puis des composés sulfurés, donc, et un peu de l'eau également. Donc il y a une partie épuration qui permet à ce gaz en fait, d'arriver dans les mêmes conditions physico-chimiques que le gaz naturel classique que l'on consomme tous les jours. Et la dernière étape, pour boucler la boucle, et ce gaz va être utilisé sur soit l'usage classique que vous connaissez déjà, donc chauffage, cuisson, eau chaude sanitaire, industrie, et pour des usages plus récents, type mobilité via le GNV, gaz naturel véhicule. Donc là, la boucle est bouclée et on voit le cercle vertueux et l'économie circulaire par rapport à ce sujet de la méthanisation. Très bien. Alors peut-être le rôle que vous avez. Oui. Oui, alors du coup, moi je suis ingénieur d'affaires gaz vert. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je suis l'interlocuteur des porteurs de projets depuis la première idée de méthanisation jusqu'à la signature des contrats, auquel cas ça passe chez nous au service travaux. Donc j'accompagne les porteurs de projets, donc beaucoup d'agriculteurs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Depuis excusez-moi, cette émergence. Il y a plusieurs études, on le verra tout à l'heure. C'est la slide d'après, mais j'en reparlerai après. Plusieurs points fixes des études qui sont faites. Et donc, ils ont besoin, dans un premier temps, de savoir quelle est la distance au réseau, quel est le coût de raccordement, quelles solutions on va mettre en place. Et après, on fait des études de plus en plus poussées. On s'occupe aussi de tout ce qui est capacité d'injection dans le registre de capacité, puisqu'on a excusez-moi, on doit faire en sorte que les gens arrivent dans l'ordre de priorité dans lequel ils sont dans le registre de capacité. Donc on doit aussi s'occuper de ce registre, excusez-moi. Alors du coup, vu qu'il y a la slide, je vais enchaîner. Qu'est-ce que c'est les ordres de grandeur d'une unité de méthanisation? Donc on a pris un cas de 200 normomètres cubeurs, c'est un cas assez classique dans le Calvados, un peu moyenne-haute sur la Normandie. Ça correspond à quoi? Ça correspond à un projet qui a 250 têtes d'élevage et des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Je ne sais pas si tu en parles tout à l'heure, mais en gros, c'est des intercultures. Et je précise, des cultures qui ne prennent pas la place des cultures principales, qui ne sont pas en concurrence avec l'alimentation. Ça représente quoi en quelques chiffres? On va commencer par ce qu'on connaît bien, GRDF. Ça correspond à 1440 logements en chauffage en eau chaude sanitaire. Ça représente également une très forte baisse de l'usage des produits phytosanitaires. Donc, pareil, peut-être que tu pourras compléter tout à l'heure, mais l'ordre de grandeur, ça peut aller jusqu'à deux fois moins de produits phyto, voire plus du tout. En termes de CO2, on remplace une énergie fossile par une énergie renouvelable, donc on divise par 10 les émissions de CO2. En fait, la grosse différence entre le biométhane et le gaz fossile, c'est que le gaz fossile, c'est du gaz qu'on va aller chercher sous terre, et quand on le brûle, on va rajouter du CO2 qui n'était pas présent dans le cycle, et qui va du coup s'accumuler et créer de l'effet de serre. Là où le CO2 qui va être brûlé par du biométhane, c'est le même principe que le bois, c'est du CO2 qu'on ne rajoute pas dans le système, c'est du CO2 qui vient d'effluents et de culture, le cas échéant, et du coup qui ne vient pas rajouter de l'effet de serre en fait. Très important, puisqu'il y a des élus, c'est 2 emplois, sur ce cas-là, c'est 2 emplois locaux non délocalisables. Si on rajoute les emplois induits, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4. Donc c'est aussi un sujet important dans des zones qui parfois en ont besoin, plus loin des métropoles. On l'a dit tout à l'heure, on peut avoir une valorisation de ce gaz vert en GNV pour de la mobilité propre. Et enfin, c'est une question qui est pertinente et qui est légitime en termes de trafic routier. On entend beaucoup de choses sur le trafic routier. Voilà, dans le cas, c'est un cas classique, hein,
Là, sur ce cas-là, c'était 2 véhicules par jour. Ça va de 0, dans le cas où la ferme est bien placée et que tout passe à l'intérieur des terres, à 3-4 en fonction du projet. Donc, des fois, on voit certaines choses chez des opposants, type une centaine de camions par jour. On n'est pas du tout sur cet ordre de grandeur-là. On est plutôt sur, effectivement, 2 véhicules par jour. Très bien. Et la slide suivante, c'est justement Voilà. le rôle que vous pouvez apporter dans Voilà. l'aide. Donc voilà le parcours, pour ne pas dire le parcours du combattant, de quelqu'un qui veut faire de la méthanisation. Alors les étapes ne sont pas forcément en série, elles peuvent être en parallèle, elles sont certaines en parallèle. Alors l'idée, bien entendu, n'est pas de regarder ligne par ligne, ça n'aurait absolument aucun intérêt. L'idée, c'est plutôt de montrer un peu le point de vue du porteur de projet qui doit faire des études, donc notamment avec nous, mais pas que. Il y a aussi des études agronomiques avec la chambre d'agri ou des bureaux d'études. Il y a toute la partie financière, la partie administrative. On est en France, on ne peut pas faire un projet comme ça sans faire beaucoup d'administratif. Tout ce qui est financier, raccordement, ensuite construction, exploitation. Donc, on a un porteur de projet qui va avoir qui a tout ça devant lui en même temps que sa ferme à faire tourner. Et on a aussi un inconvénient qui est arrivé l'année dernière, en novembre 2020. Les tarifs ont changé et il y a certaines choses qui ont évolué. La première chose qui a évolué, c'est que pour valider son tarif, donc le tarif, c'est juste la base du chiffre d'affaires d'un porteur de projet, le porteur de projet doit avoir déposé son permis de construire et il doit avoir son permis de construire reçu. Et il doit avoir déposé son dossier ICPE, donc son dossier à la préfecture sur tout ce qui est sécurité. Donc, premier point. Et deuxième point, on a les tarifs qui baissent de 0,5% tous les 3 mois. Donc, on a des porteurs de projet à partir du moment où ils se lancent dans la méthanisation, ils ont une course contre la montre, puisque tous les 3 mois, ils perdent 0,5% de leur chiffre d'affaires sur les 15 ans. Ce qui, clairement, ne va pas dans le sens de l'acceptabilité. C'est là que je veux en venir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, on en reparlera tout à l'heure, on leur conseille de le faire, on leur donne pas mal de conseils, mais néanmoins, on a cette contrainte qui fait qu'on a plutôt des agriculteurs qui cherchent à se faire petits et à sortir du bois une fois qu'ils ont leur tarif et donc la survie de la survie financière de leur projet qui est assurée, sachant que pour arriver justement à ces demandes d'autorisation, donc PC et ICPE, c'est des gens qui ont mis plusieurs dizaines de milliers d'euros déjà sur la table. Donc il faut savoir que dans cette démarche acceptabilité, c'est assez antinomique pour un porteur de projet parce qu'il est essentiel de communiquer pour l'acceptabilité, c'est bien pour ça qu'on est là autour de la table. Néanmoins, plus il va communiquer et plus vu du porteur de projet, donc c'est pour ça que c'est important de faire la communication correctement, de faire la démarche acceptabilité correctement, mais c'est parfois vu pour certains comme porter le flanc à des recours, sachant qu'un recours gracieux c'est minimum 2 mois de délai et un minimum en contentieux qui part au tribunal administratif c'est 1 an et demi, j'allais dire dans le meilleur des cas non, c'est 1 an et demi. Avec donc du coup les perspectives de tarifs qui baissent et donc du coup de forts déséquilibres sur son équilibre économique. Donc c'est vrai que c'est assez, sur le projet de la méta en particulier, c'est un sujet qui est compliqué, hein, tout à fait. Et si on prend un projet classique, là on ne va pas additionner les mois, mais en gros on peut dire c'est combien de temps si tout se passe bien en gros. Ouais. Voilà. Si tout se passe bien, je regarde Mathieu, entre la première idée et la construction, je dirais qu'il y a 2-3 ans. Il y a 1 année de grosse réflexion et après, quand ça se lance, il y a 2 années sur toute la partie études, montage financier et 1 an de construction, quand tout se passe bien. Voilà. C'est vrai que sur ce genre de projet, dès l'instant où on passe sur ta partie, donc sur la partie injection, c'est quand même une taille assez conséquente. Donc oui, 3 ans, ça me paraît être 3 ans si tout se passe bien. Après, par contre, on peut avoir une échelle beaucoup plus petite. Vraiment, donc là, on sera plus de la cogénération avec, par exemple, 100% d'effluents d'élevage, typiquement 100% lisier,
où en 6 mois, on peut très bien mettre en service une installation, quoi. Mais c'est pas la même échelle. Très bien. Peut-être voir avec vous maintenant ce que fait et comment la Chambre d'agriculture s'engage désormais aux côtés des porteurs de projets. Oui, alors juste un petit portrait de la méthanisation en Normandie, à l'heure actuelle, ou à peu près actualisé, parce que ça évolue sans cesse. Donc aujourd'hui, en Normandie, on a 140 unités qui sont en fonctionnement. 3/4 sont des installations agricoles, c'est-à-dire portées par des agriculteurs, au moins en majorité, et avec au moins une majorité d'intrants agricoles, donc les intrants qu'on a cités tout à l'heure. Sur la dynamique projet, c'est à peu près le même portrait. C'est 3/4 des projets, ou à peu près, sont agricoles, donc portés par des agriculteurs, en solo ou en collectif, et avec des intrants majoritairement agricoles. La petite variante, c'est vraiment la tendance qui se démarque plus sur les projets. Les projets en petits collectifs qui vont se tourner vers l'injection biométhane. Et une autre tendance, donc projet individuel en petite méthanisation, micro-méthanisation, typiquement le modèle en 100% lisier, où voilà, on a agrandi les bâtiments, on a agrandi en cheptel parce qu'on a davantage de lait à produire. Donc ce qu'on va rencontrer plutôt dans les zones plutôt bocageuses, la Manche, le bocage de l'ouest de l'Orne, le bocage aussi virois du côté Calvados, où là, la solution de traiter ces lisiers en méthanisation permet également de financer notre mise aux normes par rapport aux capacités de stockage des effluents d'élevage. Donc là, deux tendances, on ne va pas dire opposées, mais quand même deux dimensions techniques de projet qui sont un peu les tendances marquées. Donc voilà, l'illustration c'est ça. Les plus petits méthaniseurs entre guillemets qu'on va rencontrer sont ceux sur les photos de gauche là. Alors vraiment le plus petit du petit, c'est typiquement notre fosse alizée qu'on va couvrir avec une double membrane qui va nous servir de poche pour récupérer notre biogaz. Bien souvent, c'est pas suffisant pour faire de la cogénération, c'est-à-dire produire l'électricité, puisque produire l'électricité, voilà, Vincent l'a dit, il faut installer un moteur, il faut l'entretien sur le moteur. On a toute l'ingénierie derrière pour injecter au niveau du réseau Enedis. Donc on a un seuil de puissance minimum. Et bien souvent, sur ce système-là, on dégage pas suffisamment de gaz pour rentabiliser, donc on va plutôt se tourner vers la valorisation de chaleur. Et puis, photo de droite, c'est plutôt l'installation un peu plus conséquente, pourquoi pas en injection biométhane, en petit collectif ou en agriculteur solo, moyennant un investissement assez lourd. Donc oui, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux effets positifs de la méthanisation au niveau agronomique, donc c'est un exemple des bénéfices apportés par la méthanisation. Donc sur une enquête sur une petite cinquantaine de méthaniseurs, entre avant méthanisation et après méthanisation, on a réellement des économies sur l'achat et donc l'utilisation d'engrais minéraux, d'engrais chimiques, qui, soit dit en passant, sont aussi responsables, il faut le dire, d'émissions de protoxyde d'azote, qui n'est pas un gaz très très sympathique sur l'effet de serre, au même titre que le méthane d'ailleurs, mais qui est un gaz bien plus dangereux que ne peut l'être le CO2. Donc on est assez vigilant là-dessus. Après, sur les épandages d'engrais, il y a des choses malheureusement on a du mal à avancer en termes de pratique. En tout cas, la méthanisation, c'est un de ces leviers-là, puisque sur une moyenne un échantillon d'une cinquantaine de méthaniseurs, on a une baisse de 20% d'utilisation d'engrais chimiques. Donc par une meilleure gestion de l'apport de l'engrais organique, puisque le digestat, qui est issu de la digestion, issu de la méthanisation, c'est à la fois un engrais, puisqu'on minéralise la matière, et donc on a des engrais qui sont plus immédiatement disponibles, et c'est à la fois un amendement, puisque le digestat, malgré ce qu'on dit, ça a quand même un effet amendant, un effet structurant pour la matière organique et pour le sol. Donc c'est un des effets positifs qui peut être plus ou moins marqué suivant la proportion d'effluents, suivant la surface en culture, etc.
Alors, Madame la Présidente l'a cité tout à l'heure, aujourd'hui la filière en Normandie bénéficie, ou en tout cas bénéficie d'une animation régionale via, depuis 2018, le plan méthanisation Normandie qui a été relayé par le Méta Normandie. Donc plan régional de la région et de l'ADEME, pour lesquels évidemment les syndicats d'énergie sont partie prenante. Plan régional pour lesquels le Biomasse Normandie et les chambres d'agriculture sont opérateurs, avec les partenaires, que sont les gestionnaires de réseau, que sont les services de l'État, DREAL, des DCSPP, des DT, etc. Donc plusieurs volets sur ce plan-là, qui est mis en œuvre depuis 2018. Un volet réseau, au travers de cellules d'échange, de réunions régionales. Vous avez peut-être entendu parler des rencontres de la méthanisation. Un observatoire des unités en fonctionnement, en projet avancé, en construction. Donc on essaye de tenir à jour le plus régulièrement possible. C'est un observatoire qui permet aussi de recueillir des données sur les installations effectivement en fonctionnement, sur les performances, les soucis rencontrés éventuellement. Alors un volet très important aussi, c'est l'appui aux acteurs du territoire, mais aussi aux acteurs vraiment porteurs de projets. Alors ça peut être au travers de réunions de territoire qu'on organise régulièrement. Ça peut être également des rencontres, des réunions, on va dire, de dynamique de territoire au travers de la problématique injection réseau, des secteurs où on a des projets, pas de réseau, ou du réseau, pas forcément suffisamment de projets en face. Et puis un appui aux acteurs, alors là plutôt un appui, on va dire, qui va crescendo, qui est un appui aux porteurs de projets sur la fameuse notion d'acceptabilité, mais aussi un appui aux collectivités locales, aux communes qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens de vraiment se renseigner sur les plus, les moins de la méthanisation. C'est quand même un sujet complexe, la méthanisation. Alors on a évoqué rapidement la notion, la dimension de projet, plusieurs années de développement de projet, de l'ingénierie financière, les aspects agronomiques, les aspects intrants. Tu as évoqué la circulation, on a évoqué le CO2. Voilà, il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser sur un projet méthanisation. Et le plan méthanisation Normandie est là pour appuyer à la fois les porteurs de projets, pour expliquer ce que c'est aux éventuels opposants, aux riverains, et également expliquer aux collectivités locales qui parfois se retrouvent un peu entre deux feux, et donc il faut quand même avoir les arguments pour expliquer, ne serait-ce qu'expliquer ce que c'est, quoi. C'est déjà un premier point. Et puis après d'autres points sur les projets justement en lien avec le droit à l'injection et les gestionnaires de réseau, et puis un volet communication avec site internet, newsletter. Donc au niveau des champs d'agriculture, j'ai envie de dire, on peut intervenir à n'importe quel moment d'un projet, qu'on soit très en amont sur voilà, qu'est-ce que la méthanisation, ou qu'est-ce que moi je peux faire avec mes 250 bêtes, est-ce que je peux faire la méthanisation ou pas, quel type. Et puis ça peut être très très tard dans le projet, au niveau dossier administratif, permis de construire, agrément sanitaire, voilà. Donc tout au long de ce processus, on organise également des sessions de formation, donc évidemment nous, pour les agriculteurs. C'est nouveau ça. Comment ? C'est nouveau. Alors, organiser des formations, non, c'est pas nouveau. Les formations qui commencent à avoir un peu de bouteille, c'est concevoir un projet de méthanisation, nourrir un digesteur avec des cives. Alors, tu as évoqué tout à l'heure, les cives, c'est les intercultures qui vont être développées pour nourrir les digesteurs. Donc là, l'intérêt de ces formations, c'est de cadrer, de donner des garde-fous pour les producteurs, pour sécuriser à la fois leur approvisionnement, pour sécuriser aussi leur stock de matière organique au niveau du sol, et puis pour, sécuriser tout simplement leur projet, puisque la base d'un projet, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Il s'agit de ne pas surestimer ce qu'on est capable de mettre dedans
pour ne pas avoir des soucis au niveau rentabilité, pour ne pas avoir de soucis au niveau éventuellement de concurrence au niveau local sur les approvisionnements. Donc formation également sur l'utilisation des digestats. Donc là, c'est vraiment purement les aspects agronomiques, mais aussi les aspects gaz à effet de serre, puisque le digestat peut être on va dire responsable d'émissions d'ammoniac. Donc il y a un effet condition et un effet pratique qui est très très important là-dessus. Et par contre, effectivement, ce qui est plus nouveau, c'est la formation communiquée autour d'un projet d'unité de méthanisation. Alors, on fait également notre mea culpa. Hein. C'est vrai que le monde agricole est souvent taxé de ne pas assez communiquer, et c'est un fait. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, si je peux prêcher pour ma paroisse, je pense qu'on a pris cette problématique à bras-le-corps. J'en vois pour preuve le nombre de personnes qui aujourd'hui travaillent chez nous sur la communication. C'est un peu un revirement. Alors, sur tout un tas de sujets, hein, sur les phytos, sur les engrais, sur les cultures, sur la méthanisation. Donc, les premières sessions de formation par rapport à la méthanisation ont été organisées l'année dernière. Donc, ce sont des sessions régionales qui sont organisées avec l'intervention aussi de spécialistes sur la communication, parce que autant on est spécialiste sur les questions agricoles, sur la communication, il faut s'entourer de spécialistes qui ont également ces approches qui ont été évoquées par les précédents intervenants sur les aspects un peu plus sociologiques, parce que par expérience, c'est pas suffisant de dire à un porteur de projet prenez un cabinet de com, ça va rouler. Non, c'est pas si simple que ça. Chaque situation est bien particulière, donc on essaye de leur inculquer le fait qu'il faut faire un diagnostic à la base de leur environnement, parce que suivant comment ils sont perçus déjà par leur pratique, par leur entourage, ça peut avoir un impact déjà sur ce qu'ils vont potentiellement rencontrer comme problème en termes d'acceptabilité sur leur projet. Et c'est suivi, très suivi. Ce sont des formations qui ont été... On n'a pas eu besoin de faire de relance pour compléter ces... Alors, la difficulté un peu dans ce genre de session, on a des gens qui sont soit très en amont, donc là c'est plutôt pas mal hein, sur la dynamique de communication, soit des gens qui sont très en aval, donc au stade typiquement permis de construire déposé, et on rencontre des problèmes. Donc là, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un peu tard pour communiquer. Malgré tout, je rejoins Vincent sur l'aspect, c'est pas évident de savoir quand est-ce qu'on va communiquer, parce que, alors, il y a l'aspect, le chrono qui tourne et le chiffre d'affaires qui baisse potentiellement, donc ça, c'est vrai que vous imaginez qu'ils sont sensibles à ça. Qui ne le serait pas. Voilà, tout à fait. Mais il y a aussi l'aspect, je vais communiquer, mais sur quoi ? Alors, ça veut dire qu'il faut être assez sûr de soi, de son projet, pour pouvoir communiquer. Et bien souvent, on est sûr de son projet quand on est assez avancé, quand on a fait pas mal d'allers-retours avec les services de l'État sur son dossier installation classée. Alors déjà, ne serait-ce qu'avoir la parcelle, ne serait-ce qu'avoir les ouvrages, c'est déjà quand même, on est déjà assez loin, hein, mine de rien, dans le projet, mais il faut quand même avoir un minimum de billes pour pouvoir communiquer et pouvoir répondre. Combien de camions vont circuler, combien de tracteurs, quelle va être la surface d'épandage, sur quelle route le trafic va avoir lieu. Enfin voilà, c'est assez complexe, donc c'est pas toujours facile de mettre le curseur. Il faut communiquer suffisamment tôt, mais suffisamment à un stade de projet suffisamment avancé pour pouvoir apporter des billes et échanger, quoi. Voilà, il doit y avoir une dernière photo, juste un exemple voilà, d'huile dans les rouages et d'actions qu'on peut réaliser au travers de Méta Normandie au sens de l'acceptabilité. C'est une visite organisée c'était une visite de presse organisée à la base, mais également pour les élus locaux, donc les intercommunalités, sur un site de méthanisation pour expliquer ce que c'est, pour expliquer et se rendre compte des nuisances potentielles, voilà, par rapport à des projets
du même ordre qui pourrait avoir lieu sur un secteur. Très bien, très complet. Vincent Cornillon, non pour Oui, rajouter quelque chose je rajouterais que nous, côté GRDF, effectivement, on profite, entre guillemets, de notre présence très en amont d'un projet pour justement inciter les porteurs de projets à faire leur démarche d'acceptabilité. En premier lieu, ce qu'on propose régulièrement, ce qu'on incite régulièrement à faire, c'est à inviter à ce que le porteur de projet invite sur son site une fois qu'il a, on va dire, comme tu viens très bien de le dire, qu'il a quelque chose à présenter. Donc souvent, quand on a des esquisses ou quelque chose un petit peu concret, des esquisses d'architecte, à venir inviter son conseil municipal et ses voisins directs chez lui pour présenter son projet, pour commencer à communiquer. Il y a quelque chose sur lequel je voulais dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un opposant ? Un opposant, c'est quelqu'un qui s'est posé des questions et qui n'a pas eu de réponse, ou qui a trouvé des réponses qui lui ont fait un peu peur. On voit beaucoup de choses un peu alarmistes, notamment sur Internet. Et donc, du coup, le fait de communiquer en amont permet justement de couper court à cette mécanique de transformation de quelqu'un qui est interrogatif en quelqu'un qui est contre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est important, et c'est un message qu'on leur fait passer systématiquement, c'est qu'il faut que votre vérité soit perçue par un canal ou un autre. On peut leur proposer de faire un site internet. Il y a quelques porteurs de projets qui ont fait des très beaux sites qui expliquent un petit peu justement l'économie circulaire, les externalités positives, le projet. Pourquoi est-ce qu'on a fait un projet de méthanisation, hein, c'est pas juste pour faire de l'argent et détruire la nature, hein, comme les opposants le disent. Non, mais c'est vraiment ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Non, c'est jamais ça. Hein, c'est vraiment un projet global, un projet d'une vie, hein, pour beaucoup de porteurs de projets. Et un projet économique, écologique, agronomique, et bien sûr économique, on ne se voile pas la face, hein, mais il n'y a pas que le volet économique qui rentre en ligne de compte, c'est vraiment une caricature. On propose aussi également des visites de sites. On en a fait une récemment avec le SDEC Énergie et puis un porteur de projet, le conseil municipal, donc calvadosien, son conseil municipal, et un voisin, quelques voisins. Du coup, le retour, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, était très positif. Typiquement, on a pu voir que les porteurs de projets habitaient sur place, à 100 mètres de la méta. Donc si c'était si grave que ça, ils habiteraient loin s'ils savaient en plus que c'était dangereux. Les gens ont pu constater que ça sentait rien, qu'il n'y a pas un seul camion qui est passé. Et vraiment, ce côté aller voir, ça permet de démystifier. Et surtout, souvent, quand il y a des dynamiques d'opposition, on a souvent une ou deux personnes qui sont assez radicales, et puis ce que je qualifierais de suiveurs, ou des gens qui écoutent et qui se laissent, qui suivent. Et effectivement, ces visites-là, ça permet un petit peu de démystifier, de donner l'échelle humaine, aussi démystifier le porteur de projet, qui va expliquer son projet, pourquoi il l'a fait, etc. Et souvent, tous les gens qui étaient un petit peu, comme je disais, qui se posaient des questions, reviennent, et ça dégonfle souvent un petit peu les dynamiques. Alors il y aura toujours des gens qui seront contre, on ne peut pas faire autrement, c'est la nature, mais par contre on peut vraiment réduire un petit peu toute la taille de ce collectif en faisant ce type de visite. Voilà, je pense que c'est assez important. Et effectivement, voilà, c'est vraiment les messages qu'on fait passer. On a aussi fait des formations communication presse. Je crois que d'ailleurs c'était avec vous qu'on a dû faire ça. Donc on a proposé, on va le reproposer, pareil, des communications à des destinations des porteurs de projets pour pouvoir bien communiquer. On l'a dit, je vais répéter ce que tu as dit, un agriculteur, c'est pas forcément un communicant, c'est même souvent un peu antinomique. Même si les profils ont changé, hein, mais globalement... ça évolue. Ouais, moi je suis ingénieur, je ne suis pas un grand communicant. Et donc du coup, leur donner un peu les grandes lignes, les grands messages à faire passer, les messages à avoir passés
pareil, quand on est sur un marché, il n'y a rien de pire que de se faire alpaguer et puis de se retrouver sans rien avoir à dire, de se faire sécher. Donc d'avoir ces petites fiches, les 10 petites phrases, je crée des emplois, mon digesta ne sent pas en plus, je ne flèche pas l'agriculture pour nourrir les gens, pour faire de l'énergie. Enfin voilà, toutes ces choses. Avoir les réponses à toutes les questions classiques et savoir les dire tranquillement et dans des bonnes conditions sans rentrer sur les polémiques, quoi. Donc voilà, on a aussi cette formation-là. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Y a-t-il des questions? Oui, bien sûr. Merci de vous présenter. Bonjour, Marie Guillet de Biomasse Normandie. Donc, dans le cadre du programme méthanisation, pour compléter ce qui a été dit sur l'acceptabilité, c'est vrai que dans la théorie, ça paraît peut-être un peu compliqué, mais parfois il y a des choses assez simples qui peuvent être mises en place et qui permettent d'associer en fait les riverains, qui sont souvent en fait les premiers à se poser des questions qui peuvent aboutir parfois à des oppositions. C'est par exemple tout simplement le choix de la couleur du gazomètre sur des projets. De pouvoir consulter en fait les riverains sur des questions comme ça permet d'engager le dialogue sur par exemple la structure paysagère qui va entourer le projet. Donc c'est pas forcément des choses, des études, enfin évidemment que sur certains projets c'est important de mener ces études, mais il y a aussi parfois des choses et des actions qui sont assez simples et qui permettent, comme disait Vincent, de démystifier un peu enfin en tout cas d'engager le dialogue. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a aussi l'enjeu sur la méthanisation, c'est que, et ça a été dit au début, c'est que c'est une filière qui est quand même assez complexe. Il y a des enjeux agronomiques. Mathieu a abordé l'aspect digesta qui est intérêt pour le sol. Quand on n'a pas les connaissances de base sur l'agronomie, c'est quand même pas forcément simple à appréhender. Et aussi, du coup, ce qui amène parfois les opposants à sortir des arguments, quand on s'y connaît un petit peu, on se dit quand même là on ne peut pas dire ça. Donc il y a un travail de fond dans l'acceptabilité, d'amener l'information, de mettre un peu tout le monde à niveau. Donc ça c'est vraiment un travail de fond qui doit être mené par la filière au niveau national, ce qui est fait par le Club Biogaz, il y a un site Infométa. Régionalement, c'est ce qu'on fait aussi au travers du programme Méta Normandie, quand on fait des réunions avec les élus, comme ce matin, comme ça va être le cas avec le Méta-Quiz qu'on va faire avec les élus du SDEC au 22 octobre. Enfin, il y a des choses comme ça qui doivent permettre de faire monter en compétences. Et puis après, il y a l'acceptabilité, où vraiment, là, la concertation avec les parties prenantes, quand le faire, j'ai envie de dire, c'est aussi le plus tôt, c'est le mieux, parce que même si on n'a pas tout, c'est à ce moment-là qu'il faut quand même les associer. Et puis, il y a aussi éduquer les journalistes à la manière d'aborder les sujets, parce que... Non, mais alors après, je ne sais pas éduquer, c'est peut-être un peu prétentieux. Mais c'est bien, le verbe est bon. Moi, non, mais après... Je prends. Non, mais c'est pas bon. Éduquer, c'est bien. C'est peut-être un peu maladroit. Merci. Mais en tout cas, et c'est un des objectifs aussi, un éducteur presse va être monté dans le cadre du programme, la méthanisation, comme ça peut être fait sur d'autres énergies renouvelables, pour montrer, au même titre que les visites, c'est quoi une installation, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des odeurs, enfin voilà, des choses de fond qu'il faut faire et qui sont permises grâce à ce soutien sur l'animation. Voilà. Ah, mais c'était très intéressant. Non, je ne coupe aucun micro. Très bien. Donc non, pas de réaction, évidemment, c'est un complément. Oui. Je rebondis un peu sur ce que dit Marie sur la presse, parce que... N'en faites pas trop non plus. Non, du tout. Surtout, mais on va dire la presse très locale qui est également un frein très fort à l'acceptabilité. Et là, je parlais de la visite de presse qui était organisée. Très, très, très compliqué de faire venir cette presse, ne serait-ce que visiter, et juste pour dire, expliquer ce que c'est, prenez des photos. Voilà, c'est très compliqué. Donc, c'est un frein. Oui, non, mais c'est évident. Y a-t-il d'autres... Oui, le micro arrive. Merci. Donc, Renaud Delic du SDEC Énergie.
Vous avez présenté tout à l'heure sur une des planches l'observatoire donc des projets. Est-ce que dans cet observatoire vous avez un volet acceptabilité? C'est-à-dire, derrière ma question, y a-t-il plus de problèmes, moins de problèmes sur les quelques années de recul sur ces questions d'acceptabilité? Parce que malgré tout, les projets se développent, donc on peut peut-être se dire que à force de se développer, la question se banalise et donc il y aurait moins de problèmes. Alors, sur l'observatoire proprement dit, on recense les données avancées du projet, où est-ce qu'il en est, quelle dimension. Après, par contre, ces données-là sur tel projet rencontre une opposition. Est-ce que c'est une opposition du conseil municipal? Est-ce que c'est une opposition d'une association? Est-ce que c'est un simple article de presse ou c'est carrément un recours administratif? On essaye de recenser ce genre d'infos. Par contre, pour prendre un peu l'inverse de votre question sur ça se banalise, donc ça se développe plus facilement. C'est un peu l'inverse, ça se banalise, donc il y en a de plus en plus. Donc il y a de plus en plus d'échos et de désinformation qui circulent, avec intervention d'activistes qui essaiment de par-ci par-là. Et donc forcément, alors je ne sais pas si je n'ai pas en tête vraiment cette proportion, mais forcément sur la masse des projets, oui, on a de plus en plus d'opposition. Et typiquement, jusque-là, c'est vrai que dans la région, on était plutôt épargnés. On a de plus en plus de procédures administratives judiciaires. Donc, et qui nous inquiètent forcément pour les porteurs de projets par rapport au timing des projets, par rapport à la rentabilité. J'étais sur l'ancien tarif, je prends 1 an de retard minimum. Je vais plus pouvoir injecter pour respecter mon contrat, donc je vais devoir prendre un nouveau contrat, mais aussi sur les partenaires financiers, que ce soit les banques, mais aussi l'ADEME et la région, et je pense surtout à la région, puisque c'est des fonds européens aussi, en partie, qui sont attribués. Si on ne peut pas flécher ces fonds-là et libérer ces fonds-là suffisamment tôt, potentiellement, c'est des fonds qui sont perdus par la région, pour le coup d'après. Donc c'est inquiétant à plus d'un titre. J'ajouterais peut-être juste un petit complément, c'est qu'on constate une certaine professionnalisation des oppositions, justement, et ces derniers temps. Et effectivement, ça va dans le sens de ce que tu dis. Aussi la professionnalisation sur des sites Facebook ou sur les réseaux sociaux, qui sont très alimentés et qui entraînent la création de collectifs de manière, je ne vais pas dire systématique, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Alors après, c'est assez difficile de se dire, est-ce qu'on vit une crise de croissance ou est-ce que ça va être systémique? C'est un petit peu... on va espérer que le travail qu'on fait que c'était une crise de croissance, mais c'est un petit peu difficile de le dire, quoi. Y a-t-il d'autres questions, car l'heure tourne et je ne voudrais pas brider Michel Leclerc dans son exposé. Petite question sur les projets de méthanisation. Quelle que soit leur taille, il faut une ICPE, une déclaration d'installation classée. C'est obligatoire, même si c'est un petit projet. Alors, toute activité de méthanisation, dès le premier kilo mis en méthanisation, est soumise aux installations classées. Après, il y a différentes classes d'installations classées. Donc, grosso modo, jusqu'à 11 000 tonnes de ration par an, on est soumis à déclaration, c'est-à-dire qu'on déclare notre installation classée. De fait, moyennant respecter ce qu'on a déclaré, on a notre autorisation d'exploiter, ce qui est différent du permis de construire. Et par contre, dès l'instant où on est au-delà de ces 11 000 tonnes, donc au-delà de 30 tonnes par jour, on est soumis à enregistrement. Donc là, c'est une procédure plus longue avec une instruction des services de l'État durant à peu près 6 mois. Très bien, merci beaucoup. Il y a de l'opposition dans la méthanisation, mais il y a aussi de l'opposition dans l'éolien. Et là aussi, on pourrait dire, elle monte aussi quand même pas mal. Très bien, merci à vous.
Merci à tous les deux. Et nous accueillons Michel Leclerc, administrateur du parc d'Avessac, président de la société locale Thé dans le vent et administrateur d'énergie partagée, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Vous êtes aussi administrateur d'énergie partagée. Donc nous vous écoutons. Peut-être quelques mots sur le parc dont on va parler, comment aussi s'est concrétisée la démarche, les difficultés, les enseignements, et puis comment vit le parc aujourd'hui. Voilà. Oui, moi je vais être d'un point de vue plus, j'allais dire pratique, ou en tout cas plus reproduire ou faire partie de l'expérience qu'on a en Bretagne, puisque je viens de Bretagne, le pays de Redon, donc entre Rennes, Vannes et Nantes. Petite diapo pour commencer. Qu'est-ce que vous voyez là? Un parc éolien classique. Si on regarde la seconde, on verra la différence. En fait, c'est le premier parc éolien citoyen qu'on a créé en France, à Bégane, en 2014. La photo de l'inauguration, il y avait 2000 personnes. Il y a quand même 1000 actionnaires dans ce projet. Ce pas des opposants, là, hein. Ils n'ont pas l'air. Voilà, 1000 actionnaires, dont 800 en direct et à peu près 250 avec énergie partagée. Ça, c'était le premier parc à Bégane, donc j'en suis un des initiateurs, je suis administrateur de Bégane. Et là, je vais un peu plus parler du troisième parc, puisque premier 2014, second 2016, troisième 2017, qui a été développé un peu différemment des autres, parce que les deux premiers ont été pilotés, développés uniquement par des citoyens. C'est-à-dire c'est une association qui a créé une société de projet pour financer le développement à risque. On évaluait à peu près à 300 000 € par projet pour développer. On est à peu près tombé dans ces chiffres-là. Et on a financé ces études par 84 personnes qui ont pris le risque de financer ces études, accompagnées un peu par une première SEM, la SEM aînée 44 du département 44, qui connaissait notre projet, qui était intéressée. Mais ce sont les citoyens qui ont porté de bout en bout les études, coordonné, travaillé énormément et qui se sont formés pour être en capacité de piloter et de gérer ces parcs-là, et ensuite de créer des structures juridiques, techniques, pour arriver à la fois exploiter ces parcs, construire, exploiter, mais aussi à mobiliser ailleurs autour de ces projets. L'association éolienne en Pays de Vilaine, qui a été créée en 2003, s'était donné 3 objectifs. Premièrement, une réappropriation de cette énergie éolienne par les territoires. Deuxièmement, se dire que ça sert strictement à rien de produire de l'énergie, même propre, si on continue à la gaspiller. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention à ce leurre technologique qui est dire on a les moyens technologiques pour pallier à ces problèmes d'énergie et on continue à foncer en avant dans le mur par rapport à ces problèmes de raréfaction des ressources, de réchauffement climatique, de perte de biodiversité. Donc il faut être très prudent dans ces solutions technologiques pour, même si ça paraît joli, même si ça paraît vertueux, des fois il y a des effets pervers qui sont très importants. Donc nous, on s'est dit tout de suite qu'il fallait associer à cette production d'énergie des travaux sur les réductions de consommation. Et le fait d'impliquer, par exemple, 1000 personnes dans le premier parc, c'est aussi 1000 personnes qu'on sensibilise plus précisément sur ces questions de réduction de consommation, un peu dans l'esprit de Négawatt que vous avez sans doute entendu parler. Et troisième point qu'on s'était donné, quand on a commencé en 2003, ça n'existait pas du tout en France, et on s'était dit que si jamais on y arrivait, on essaimerait cette expérience, on ferait part de notre expérience, on partagerait, et c'est ce qui a notamment conduit à la création d'Énergie Partagée, dont j'ai été à un moment le président. Donc je vais vous parler du troisième parc, qui est un montage un petit peu différent des deux premiers, parce que ce parc-là, ça a été un co-développement
avec un développeur privé allemand. Ça s'est fait de la façon suivante. En 2005, on avait repéré un site sur une des communes à côté de chez nous, mais on l'avait mis de côté parce qu'il est un peu plus complexe à développer, de fait notamment de raccordement électrique. On l'avait mis de côté, mais après, un développeur allemand est arrivé sur la commune, a voulu développer, et les élus qui étaient intéressés par notre projet, qui nous connaissaient, notamment notre premier salarié était habitant de la commune, a dit à ce développeur allemand, à Bowin pour ne pas le nommer, OK, vous pouvez travailler sur la commune que si vous vous mettez d'accord avec Éoliennes en Pays de Vilaine pour faire un projet citoyen à la fin. Donc, on a créé une société de projet avec Abowin où on a mis 20 euros. Abowin a mis 80 euros, mais on avait donc 20% de la société de projet. On a été financé par Abowin pour faire toute la maîtrise locale, c'est-à-dire information auprès des élus, des riverains, faire la maîtrise foncière, faire un travail de pédagogie auprès des écoles. Puis on avait une prime lors de l'obtention du permis qu'on a obtenu sans recours. Et ensuite, par contre, on était prioritaire pour racheter le permis, mais au prix du marché. Et vous savez que dans l'énergie, notamment les permis de construire, c'est un domaine extrêmement spéculatif. Aujourd'hui, des permis de construire éoliens se négocient entre 500 000 et 1 million d'euros le mégawatt du permis de construire, pour un coût d'investissement de l'ordre de 3 à 500 000 euros. Donc il y a un enjeu financier qui est énorme. Ce qui fait que les communes sont sollicitées des marchés pour... Et il peut y avoir, sur Avessac, j'en parlerai peut-être après, il y a 10 démarcheurs pour une commune sur laquelle il y a déjà un parc éolien. Donc on a travaillé avec ce développeur, on a obtenu notre permis de construire. On a, après, comme on ne pouvait pas le financer directement, l'association, et puis comme on était en cours de finalisation de notre premier parc, finalisation du second parc, on n'avait pas les moyens de racheter les 4 millions d'euros que nous proposait notre cher développeur pour le papier du permis de construire. Donc, en fait, on a fait intervenir 2 sociétés d'économie mixte que je connaissais via Énergie Partagée. Sergi, qui est de la Vienne, qui est une société donc portée par le département et qui est le fournisseur en gros d'électricité pour Sorégie, qui distribue l'électricité dans toute la Vienne rurale. Et puis CIP ENR, société d'économie mixte parisienne, qui, enfin de l'Île-de-France, qui était intéressée pour connaître un peu le domaine de l'éolien. Et nous, en revendant notre part de permis de construire, on a pu réintégrer le tour de table à hauteur de 23% du projet, en mettant 20 euros de capital au départ et en mettant finalement la plus-value qu'on a pu faire dans le projet. Et on a mis 690 000 euros dans cette ferme éolienne d'Avessac qui a 100 euros de capital et 3 millions d'euros de compte courant, ce qui est assez souple au niveau gestion. En tout cas, ça a permis déjà de commencer à travailler des citoyens via une association avec des sociétés d'économie mixte et avec la mairie qui nous a soutenus tout du long. Une fois le permis obtenu, on commence les travaux. Sauf que au bout de quelques coups de pelle, c'est-à-dire les fondations creusées, blocage du chantier par des agriculteurs, parce qu'à une quarantaine de kilomètres de là, il y a un projet éolien qui a généré des problématiques pour une exploitation laitière. Et donc, c'est les agriculteurs locaux, éleveurs, craignaient pour leurs exploitations. Ils ont bloqué le chantier. On n'est pas loin de Notre-Dame-des-Landes, ils savent faire. Donc, chantier bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Les élus de la commune en question et nous,
l'association locale, on est allé rencontrer les agriculteurs, les riverains inquiets, et on a tenu compte de leurs inquiétudes en notamment faisant intervenir des géobiologues sur le site qui ont d'une part fait un diagnostic électrique de toutes les exploitations concernées, une vingtaine d'exploitations dans un rayon de 3 km, de particuliers qui souhaitaient aussi avoir un diagnostic de leur installation. Donc, un certain nombre d'anomalies ont été d'ailleurs diagnostiquées. On avait aussi un diagnostic par les vétérinaires du coin de toutes les exploitations pour avoir un état zéro. Et en fonction de ça, on a aussi déplacé 2 éoliennes de 20 et 30 mètres pour éviter d'être sur des failles géologiques qui pouvaient transmettre des courants de fuite via ces failles et reprises par des prises de terre chez les exploitants. Donc on a tenu compte de leurs craintes, on a déplacé les éoliennes, ça nous a coûté 140 000 € et puis 9 mois de retard, mais lors de la construction, aucun souci, lors de l'exploitation, aucun souci. On avait un agriculteur opposant qui était dans le comité d'exploitation de suivi du parc. Et aujourd'hui, donc, ce parc qui est exploité et géré d'une part par société d'économie mixte, dont on peut peut-être voir la suite. Voilà, donc Sergi qui a 51% du capital, CIPENR 23%, EPI, Énergie Partagée Investissement, qui est là de façon un peu symbolique, 3%, et l'association qui s'est transformée, qui a transformé ses actifs en société locale pour pouvoir ouvrir aux acteurs locaux, à savoir 2 communes, commune d'implantation, commune riveraine et communauté de communes Redon Agglo à côté, qui ont mis des parts symboliques. En tout, c'est de l'ordre de 30 000 €. Donc c'est assez symbolique, mais ils sont présents dans le comité de direction de Thé dans le Vent, la société locale, aux côtés de l'association EPV qui a 2 représentants, et je suis le président de cette société, et de 18 clubs d'investisseurs qui regroupent à peu près 200 personnes. Ce qui est beaucoup moins que nos premiers parcs, mais ici on est minoritaire dans le projet. Par contre, cette société locale, Sergi, CIPENR et Abowin, sont aperçus que sans ces acteurs locaux, leur projet était mort lors de la construction. Et lors de l'exploitation, on a un peu ce même questionnement, c'est-à-dire que nous, on est acteurs locaux, les élus aussi sont particulièrement sensibles à ce que les nuisances qui peuvent être gérées par le parc, parce qu'il y en a, on ne peut pas cacher ces éoliennes, elles peuvent faire du bruit, elles peuvent impacter la vie faune, donc il peut y avoir des nuisances, mais nous on est particulièrement sensibles au fait que ces nuisances soient le plus faibles possible, que dès qu'il y en a, les riverains peuvent nous appeler et nous disent il y a eu du bruit de telle heure à telle heure, nous on le note. Nos salariés, puisque depuis le début de cette aventure on a créé 17 emplois, nos salariés, on a 2 salariés qui suivent l'exploitation, qui pilotent les éoliennes, pilotent en fonction des réactions aussi des riverains. Donc on est particulièrement sensible à ces problèmes d'exploitation qui sont effectivement des problèmes qui peuvent être gênants pour les riverains. Donc nous, on ne parle pas acceptabilité sociale. On s'aperçoit simplement qu'avec la démarche qu'on a fait, énormément de concertation, d'informations au départ, informations sur la finalité du projet, le sens que ça avait, que pour une collectivité, pour des riverains, de reprendre en main ces questions énergétiques, d'être maître de ces gènes, de cette transformation du paysage local. Cette question aussi de la réduction des consommations d'énergie. Le parc finance tous les ans 30 000 € pour participer à un poste. On a 2 salariés qui font, avec nos 3 parcs, des actions sur la maîtrise d'énergie
en direction des scolaires, des municipalités et des particuliers pour réduire des consommations. Donc, au fur et à mesure, on s'aperçoit que se crée toute une dynamique locale parce que pour gérer des parcs éoliens, moi, j'ai aucune formation là-dedans, ni au niveau technique, ni au niveau juridique, ni au niveau financier. Je suis sculpteur. Mais ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Et maintenant, j'ai acquis des compétences. Et on a à peu près une centaine de personnes autour de nos projets qui ont acquis des compétences, qui sont en capacité, peut-être pas de tout gérer, mais de comprendre et d'être en capacité de travailler avec des salariés, des spécialistes qui, eux, vont faire le travail, mais nous, on dirige, c'est-à-dire qu'on donne les orientations du projet, les contraintes, de telle sorte que ça se passe le mieux possible. Et on a appris, et les collectivités publiques ont appris aussi à travailler avec des citoyens, et non pas pour des citoyens. Au départ de nos premiers parcs, les collectivités publiques disaient c'est très beau, mais éventuellement on veut bien récupérer le projet, mais pas partager la gouvernance. Maintenant, dans nos projets, et par exemple pour celui d'Avessac, on a 3 élus qui sont présents à tous les comités de direction, qui voient comment ça se passe, qui voient les enjeux pour la collectivité. Cette année, on distribue 400 000 € quand même pour le territoire. Sur nos 3 parcs, c'est 3 fois 400 000 €. Donc c'est des revenus aussi qui reviennent, en plus de nos salariés, de nos impôts qu'on paye. On ne fait pas de défiscalisation. Donc les élus ont compris et comprennent l'intérêt de travailler avec des citoyens. Les citoyens aussi apprennent à travailler avec les élus parce qu'il y a des temporalités de décision qui ne sont pas forcément les mêmes, des complexités qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais pratiquement, ce sont des projets qui génère une belle dynamique dans le territoire, qui va au-delà maintenant, puisque par exemple, on est en train de travailler sur un projet qu'on appelle ELF, dans lequel il s'agit d'essayer d'équilibrer les consommations du territoire en fonction des productions de nos parcs éoliens, de nos parcs solaires. Et pour cela, on associe à la fois les 2 régions, Pays de Loire, Bretagne, les communes concernées, Enedis, ERDF, on associe des entreprises type Yves Rocher, BIC, et à peu près 150 foyers pour faire des tests, pour essayer de mettre en relation la consommation, la production, et d'essayer d'effacer une partie des pics de consommation pour lisser et éviter d'avoir une surinstallation d'éoliennes, de panneaux solaires, etc. Donc, pour l'instant, j'arrête là. Ah, mais on pourrait vous écouter des heures, parce que c'est effectivement passionnant et c'est un vrai laboratoire de ce qu'on peut faire correctement pour de tels projets. Et j'imagine que les acteurs de la biomasse aimeraient voir, pas de la biomasse, mais de la méthanisation, aimerait voir autant de gens lever les bras autour d'une installation. Voilà, ça doit faire rêver Vincent Cornillon qui est resté parmi nous. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce que vient de nous dire Michel Leclerc? Vous êtes assommé. Le micro vous arrive, Bruno Delic. Alors de nouveau, Bruno Delic. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Le nom, le prénom, voilà, d'où viennent-ils? Comment se sont-ils inscrits dans la démarche? C'est une démarche qui a été longue. Je l'ai dit, 2002 l'idée, 2014 le premier projet, après 3 échecs quand même, ce qui est courant dans l'éolien. D'une part, c'est un réseau au départ de connaissances dans le Pays de Redon. Il y a beaucoup de réseaux qui fonctionnent parce que on est un territoire rural, pauvre, à l'écart des métropoles, où les élus sont souvent timides et ne font pas grand-chose. Donc c'est un peu brutal ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec nous ici. C'est un peu brutal ce que je dis, mais c'est-à-dire ils sont timorés et du coup les citoyens se prennent en main. On a le plus gros cinéma associatif de France, on a une mutuelle de pays, on a fait les premières déchetteries de France,
premier emploi, aide à emploi-service de France. C'est-à-dire qu'on a une certaine habitude de se prendre en main. Ce qui fait que quand on a lancé cette idée, je l'ai lancée avec un copain, malheureusement, elle a été reprise par les réseaux autour et ça a mobilisé beaucoup. Ça a mobilisé et les gens, au fur et à mesure qu'ils ont travaillé, ça a été compliqué, ça a pris du sens. On a beaucoup communiqué via les journaux, via des réunions publiques. On faisait au moins une réunion publique par an, au moins 2 distributions de tracts dans toutes les boîtes aux lettres dans un rayon de 2 km autour des projets pour informer les gens de l'avancée des projets, des contraintes, etc. Donc au fur et à mesure, ça s'inscrit dans le paysage et les gens se disent, oui, vous parlez de ça, mais quand est-ce qu'on verra sortir? Et il y a une attente qui se crée. En plus, avec toutes les problématiques liées 2008, crise des subprimes, qu'est-ce qu'on fait de notre argent, est-ce que ça a perdu? C'est-à-dire que les gens ont vu, sont rentrés dans le projet pour plusieurs entrées, soit des entrées en gros écologiques, on veut participer à cette transition énergétique, soit pour des entrées de projets de territoire, dynamique territoriale faite par et entrepreneuriale de type coopératif, soit d'un point de vue financier, c'est des gens qui se disent notre argent, on veut que ça serve à quelque chose qui ait du sens, et puis en plus c'est rentable. On annonçait des petites rentabilités prudentes de l'ordre de 4% moyennée sur 15 ans, ce qui a permis aussi de mobiliser au-delà des réseaux militants. Parce que si on travaillait sur des rendements plus faibles, c'est sûr qu'il est beaucoup plus difficile à mobiliser. Et mobiliser plus de monde, pour nous, c'était aussi impliquer plus de gens dans cette transition. On a refusé des personnes qui nous proposaient 1 million d'euros pour entrer dans le capital. Bien que, au niveau gouvernance, c'était une personne, une voix. Dans le parc de Bégane, le plus petit investisseur, c'est 23 euros. Le plus gros prix, personne physique, c'est 50 000 euros. Ils ont le même pouvoir. Donc, c'est ce type de mobilisation qui se fait à la fois sur du long terme, à la fois sur du sens, à la fois sur du partenariat, d'échange de connaissances et de montée en compétences qui fait qu'on arrive à mobiliser. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi cet arbitrage entre le fait de financer via des comptes courants d'associés et d'avoir un si petit capital. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? On va rentrer dans les problématiques financières. Pour rappel, le premier projet, c'est en gros 2,8 millions de fonds propres. Pas de banques françaises qui ont voulu le financer parce que c'était un projet innovant, parce que c'était coopératif. Donc on est allé voir en Belgique pour trouver une banque qui veuille bien nous financer. Ensuite, les banques françaises ont suivi. Les autres projets, une fois qu'on en avait fait un, on a sélectionné nos banques. C'est-à-dire que les banques sont venues nous voir et on a dit non, nous on veut fonctionner comme ça, on prendra mieux 10 ans. Troisième projet, on était en plus accompagné par des sociétés d'économie mixte. Et donc, on a négocié un capital tout petit, 100 euros pour 3 millions d'euros, pour 20 millions d'euros d'investissement. Ce n'est pas très gros comme capital. Les SAS le permettent. Mais ça permet une grande souplesse au niveau de la gestion pas du capital, mais des fonds propres, de la trésorerie. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'il y a de la trésorerie qui rentre, on peut faire soit du versement de dividendes, mais tant qu'on a des arriérés, on ne peut pas verser des dividendes, mais on peut réduire les comptes courants qui sont rémunérés. Et au fur et à mesure que les rentrées d'argent se font, on fait du remboursement de compte courant tant que les banques acceptent le niveau de compte courant qui nous reste. Mais ça permet une très grande souplesse au niveau de la gestion, ce qui fait qu'au bout de la deuxième année, on a commencé à rembourser les comptes courants. Et la mise en service automne 2017, cette année, c'est 400 000 euros qui ont été versés en dividendes, plus 150 000 en compte courant. Ça fait rêver.
Je me trompe ou le sculpteur est devenu homme d'affaires? Mon métier principal, c'est sculpteur. Le reste, c'est bénévole. Et on gère des entreprises industrielles. Avessac, c'est 2,5 millions de chiffre d'affaires par an, par des bénévoles. À la Bretagne. Mais on est un peu fou, donc. Mais je suis pas Restez breton, comme ça. Je suis flamand. Mais le mélange des deux est détonnant. Y a-t-il une dernière question? Parce que nous arrivons au terme et il y a une signature qui va se faire à 11h30. S'il n'y a pas de questions, peut-être une conclusion, Bruno? Oui. Une petite information. Oui, allez-y. Si vous êtes intéressé pour suivre la production de nos parcs en direct, on a ce type d'éléments, vous pouvez accéder dessus, où on a la production en direct en fonction de la vitesse du vent à l'instant T. On peut savoir quelle vitesse de vent, quelle production il y a sur la journée, le mois, l'année et l'équivalent en énergie consommée par des habitants, toutes utilisations électriques confondues. Donc, vous êtes vraiment allé jusqu'au bout. 8 mégawatts, c'est 7000 personnes, en gros, qui sont alimentées en électricité. Des consommateurs moyens, plutôt des gros consommateurs, puisque c'est 3000 kilowatts par an par consommateur. Moi, j'en suis au tiers de ça. Un dernier mot avant la conclusion, parce que vous pouvez nous aider. Les projets de méthanisation dont vous avez entendu parler tout à l'heure, vous n'y êtes pas, mais si vous deviez donner un conseil pour que ces projets entrent dans l'acceptabilité sociale, même si ce n'est pas une expression que vous utilisez. Je ne connaissais pas plus précisément les problèmes de méthanisation, notamment les délais et la rentabilité. En éolien, on a des tarifs qui sont moins dégressifs que ça rapidement, donc on est plus avantageux. Mais effectivement, via énergie partagée, et notamment la charte qui a été faite, notamment par les gens des Ardennes, c'est quand même un moyen. Je pense que la communication est essentielle, les multi-acteurs sont essentiels, d'avoir même des particuliers non agriculteurs présents dans le tour de table, c'est important, et des collectivités aussi. Je pense que ces multiplications de partenariats, c'est à la fois des échanges de compétences, de points de vue qui peuvent s'opposer, mais qui peuvent permettre de faire de meilleurs projets, et puis des relais par rapport aux riverains, par rapport au monde agricole. Mais on aura des opposants dans l'éolien, c'est de plus en plus présent. On a un projet qu'on a accompagné en Loire-Atlantique. Il y a des recours sur recours portés par un châtelain. On a 3 autres projets en développement où il y a un projet où, pareil, il y a un châtelain qui commence à mobiliser les gens et qui crée des soucis. Ça, on est coincé avec ça. Très bien. Merci beaucoup, Michel Leclerc. Bruno Delic, un mot de conclusion. Alors, donc juste rapidement pour conclure, parce qu'on vous rappelle qu'on a une signature juste, et on vous y invite bien évidemment juste à la sortie de cette réunion donc, avec nos partenaires GRDF, entre autres sur ces questions-là. Écoutez, monsieur Leclerc, moi je connaissais un Leclerc breton qui a essaimé beaucoup en matière de supermarché. Il y en a même 2, père et fils. Et là, voilà un deuxième. Alors moi, j'étais client derrière le caddie pour faire les courses. Voici un deuxième, monsieur Leclerc. Vous êtes sculpteur, vous êtes artiste. Quand on donne aux artistes à faire des choses sérieuses dans l'éolien, vous voyez ce que ça donne. C'est quand même très positif. Cette table ronde, elle est à l'initiative des élus du bureau. Je vois ma présidente. Quand je leur avais présenté les différents sujets sur les tables rondes, ils m'ont dit « Ah, monsieur Delic, il faut qu'on parle d'acceptabilité, il faut qu'on mette à l'ordre du jour ce sujet-là. Parce qu'on voit bien tous les enjeux derrière que cela suppose. Et on se rend compte que le monde énergétique, sa transformation, ne se fera pas sans le citoyen. Vous en êtes l'exemple, monsieur. Hein. Et donc, même si le début de la réunion était
alors on voyait, on voyait les difficultés, on voit comme c'est dur de faire, je dirais, de faire accepter et de transformer, je dirais, notre société énergétique dans un autre modèle énergétique. Et ça, on ne pourra le faire que si, effectivement, le citoyen le comprend et il trouve son compte, quelque part. Il y trouve son compte et il trouve sens. Hein. Vous avez utilisé le bon mot. Donc je suis satisfait que cette table ronde montre, malgré toutes les difficultés, on les a pointées, hein, de mise en œuvre de ce type de projet, que ça marche. Alors, ça marche chez nos voisins bretons, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Normandie, en Hauts-de-France, ou je ne sais où. Donc voilà, je pense que c'était utile, nécessaire. Et j'espère que nous, au niveau du syndicat, je regarde mesdames, messieurs les élus, on en tirera tous les enseignements pour demain aborder ces sujets-là en intégrant complètement dans notre, je dirais, dans nos mécanismes ce volet acceptabilité, ce volet citoyen, tout simplement, de manière à ce que nos projets puissent se développer conjointement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc la signature juste dans le hall d'entrée et table ronde cet après-midi à 13h30, la mobilité bas carbone, une révolution, non pas en marche évidemment, mais en route. Le titre est bien trouvé. Bon appétit, à tout à l'heure.